Bonjour à tous. Au nom de ProBTP, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire portant sur la cession d'entreprise des entreprises du BTP de la construction. Vous disposez d'un QR code à la fin qui vous permettra de prendre rendez-vous, de poser vos questions via le fil webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux leviers. Je suis Christophe Chapala, directeur du développement commercial du groupe ProBTP. J'ai le plaisir d'être accompagné par Laurent Moutou. Laurent, bonjour. Bonjour, tu es spécialiste de la protection sociale et spécialiste de l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Je te remercie de ta présence auprès de nous. Alors, comme vous le savez, ProBTP est la solution à tous les besoins en matière de protection sociale des salariés, des retraités, des artisans et des entreprises du BTP. Et nous proposons une large gamme de solutions en matière de protection sociale. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cession et la reprise d'une entreprise. Et lorsque nous préparions cette intervention, Laurent, il y a un point sur lequel nous sommes vite rejoints, c'est que la thématique de la protection sociale vient souvent en 4e, voire 5e rang lorsqu'on prépare la cession d'entreprise. Pour autant, c'est primordial. Primordial parce que ça peut éviter de très mauvaises surprises aux repreneurs et ça nous permet aussi de bien préparer justement la vie d'après pour le cédant. C'est bien cela ? Tout à fait. Effectivement, la protection sociale, derrière ces quelques mots, que se cache-t-il ? C'est simplement la partie la plus importante, le patrimoine de nos clients et le patrimoine des dirigeants d'entreprise, c'est l'humain. C'est tout ce qui concerne sa protection sociale au niveau du décès, de l'arrêt de travail, de l'invalidité, la partie complémentaire maladie et la partie retraite. En sachant qu'aujourd'hui, on va faire un focus plus particulier sur la partie prévoyance et la partie frais de santé. Alors, dans l'intervention sur laquelle nous avons échangé, comme le disait Christophe, plusieurs parties. Une première partie, au niveau des cabinets, ce que vous pouvez préparer, ce que vous pouvez anticiper avec le chef d'entreprise. Deux aspects. Un, vis-à-vis des collaborateurs. On verra ça sur les aspects des contrats collectifs, prévoyance, frais de santé et un petit coup de projecteur sur la partie indemnité de fin de carrière. Ensuite, c'est le sujet du jour, c'est effectivement qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être préparé pour le dirigeant et pour sa famille avant la cession d'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait après la cession avec trois grandes typologies de clients. La première, qui sera traitée en priorité, c'est le dirigeant qui a 60, 62, 64, 65 ans ou plus et qui va céder son entreprise et qui, a priori, dans la plupart des cas que je rencontre, va totalement arrêter son activité et va vivre une vie de retraité pleine et entière s'il a pris les bonnes dispositions en priorité. Deuxième profil, c'est ce que j'appelle moi le serial entrepreneur. C'est celui il peut avoir 40, 50 ans, qui peut être plus jeune, mais c'est quelqu'un qui va revendre son entreprise, qui va peut-être prendre une année de recul pour profiter de la vie suite aux fruits de la vente. Et puis en plus, par la suite, il va repartir sur une nouvelle activité, une nouvelle expérience. Et dernier cas, et c'est, 70-80% des dossiers que je traite à l'heure actuelle, c'est le dirigeant qui a plus de 50 ans, en règle générale entre 55 et 60 ans, qui a une belle opportunité au niveau de la cession de son entreprise, où là aussi on l'entend assez souvent, qu'il y a un ras-le-bol au niveau de son activité. Et lui, que va-t-il se passer les quelques années, les quelques mois avant son départ à la retraite de manière pleine et entière. Voilà. On mettra un petit coup de projecteur également sur la partie activation de la structure holding et vous verrez qu'il y a vraiment matière d'optimiser les compléments de rémunération pour le dirigeant et le cas échéant également pour son conjoint au niveau de cette création de cette structure holding. Dans la partie conclusion, on vous laissera la parole. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat pour répondre à vos questions. Donc à tout moment, n'hésitez pas à nous envoyer un certain nombre de vos remarques. Alors, merci Laurent. Avant de commencer, je suis expert comptable. Mon client vient me voir et me fait part d'un projet de cession. Qu'est-ce que je dois vérifier sur l'aspect protection sociale en complément des deux autres aspects ou des autres aspects, le réglementaire, le juridique, le financier et autres? Alors, première chose, donc on va se focaliser aujourd'hui sur la partie des salariés avec tout d'abord toute la partie qui concerne les contrats collectifs. Les contrats collectifs, donc c'est
prioritairement la prévoyance, décès, arrêt de travail, invalidité, mais c'est également toute la partie des frais de santé, la complémentaire maladie. Donc là, il y a un certain nombre de choses à anticiper, à regarder, vérifier si les contrats ont été revus assez récemment, si les contrats sont bien adaptés par rapport à la démographie de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une population qui est plus vieillissante avec moins d'enfants à charge? Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'avoir une rente éducation? Est-ce que les contrats, aujourd'hui, sont up-to-date, entre guillemets, avec, sur la partie frais de santé, la possibilité de mettre en place des renforts individuels pour pouvoir faire du sur-mesure? Dans tous les cas, au niveau de la prévoyance comme au niveau de la santé, il faudra vérifier tout ce qui concerne le formalisme de mise en place. On va en parler juste après au niveau des décisions unilatérales. Mais est-ce que les contrats sont conformes au niveau des nouvelles définitions des collèges, cadre, non cadre, attention, on n'utilise plus vraiment. C'est plutôt ANI 2.1, ANI 2.2 ou pas ANI 2.1 ou ensemble du personnel. Et puis regardez aussi si les contrats au niveau de la mutuelle santé sont adaptés en termes de structure tarifaire par rapport à la démographie. S'il y a plus de célibataires et un peu moins de familles, peut-être arrêter la cotisation unique pour toutes et tous et passer sur une cotisation isolée, duo ou famille. Donc tous ces aspects sont importants. Retenons effectivement, est-ce que le contrat santé aujourd'hui répond aux attentes des collaborateurs, ce qui évite aux repreneurs d'avoir à gérer un peu de satisfaction. Le deuxième point, c'est qu'ils sont conformes à la convention collective. Ça, c'est un élément important. Et l'aspect sur lequel nous allons venir, c'est aussi l'aspect réglementaire, c'est la DUE, est-ce qu'elle est à jour? Et c'est bien souvent pas le cas dans les entreprises que nous rencontrons. Et là aussi, se poser cette question, c'est aussi protéger le repreneur en termes de contrôle. Tout à fait. Alors même si tout à l'heure j'utiliserai un terme différent, comme le dit très justement Christophe, attention à bien vérifier en amont de la cession que tout ce qui concerne les décisions unilatérales, on va dire que les entreprises que je rencontre, c'est plutôt des entreprises, on va dire, de taille moyenne. Ce n'est pas forcément des référendums qui ont validé la mise en place des contrats collectifs et encore moins des accords collectifs. Mais est-ce que ces décisions unilatérales sont à jour? Est-ce qu'elles incorporent la nouvelle définition des collèges? Est-ce qu'elles incorporent toute la partie des suspensions du contrat de travail? Et puis également sur la partie des contrats frais de santé, existe-t-il une liste d'émargement avec, pour tous les salariés qui peuvent se dispenser du contrat frais de santé? Est-ce que cette liste d'émargement, est-ce que chaque document a bien été gardé, sécurisé par le futur cédant? Tout ça pour éviter que sa garantie de passif, si derrière il y a un problème sur un contrôle URSSAF par la suite, pour éviter que cette garantie de passif soit mise en œuvre et que le cédant ait entre guillemets, à relâcher une certaine somme par rapport aux exigences qui ont été faites par les URSSAF. Donc il n'était pas prévu naturellement dans la trésorerie. Donc on voit que c'est des points et que le cédant va vouloir, et c'est normal, le repreneur, autant pour moi, se centrer sur l'activité. Notre conseil, c'est anticipons avec une mise à jour, en tout cas une vérification des points de cette protection sociale sur l'aspect complémentaire santé-prévoyance, mais aussi réglementaire. Sur l'aspect réglementaire, notamment sur l'aspect DUE, que ce soit pour la santé et les prévoyances, ils sont disponibles sur nos sites ProBTP. Ils doivent être complétés, adaptés par chaque entreprise et naturellement nos équipes de proximité. Ce qui est important, à l'heure où tout se digitalise, nous avons un réseau de proximité à votre écoute et à votre disposition pourront vous accompagner. L'un des sujets annexes qu'on voit souvent dans la reprise, voire majoritairement dans la reprise, porte sur l'indemnité de fin de carrière ou le financement du passif social. Tout à fait. Alors, le passif social, là aussi, je pense que notre public le connaît très bien, voire mieux que nous peut-être, c'est la dette qu'a l'entreprise par rapport à ses engagements en termes d'obligations pour verser en cas de départ à la retraite d'un des collaborateurs une indemnité qui sera suffisante par rapport soit au droit du travail, soit au niveau de la convention collective. Donc là, on va se focaliser plutôt sur la partie BTP pour que le salarié puisse avoir le montant qui lui est dû, en sachant, j'en reparlerai tout à l'heure, aussi attention au niveau des charges sociales. Donc c'est une obligation qui est propre à toutes les entreprises. Et au niveau de la pro-BTP, on a un système très particulier puisqu'on a un système obligatoire et j'allais dire totalement intégré au niveau des ouvriers
et des employés. En revanche, en ce qui concerne les étames et pour les cadres, il y aura des choses à faire. Donc, en la matière, ce qui peut être fait, c'est que l'entreprise va devoir, et très souvent c'est avec l'appui des cabinets comptables, va devoir évaluer ce passif social. Va devoir le déterminer, aussi bien au niveau, donc je te laisserai la parole sur la partie des ouvriers, aussi bien au niveau de la partie des ouvriers que des étames et des cadres, en sachant que sur la partie étames et cadres, l'entreprise aura deux possibilités. Soit elle va évaluer en interne et le provisionner ce passif, mais en contrepartie, il ne sera pas déductible. Soit au contraire, elle va le déléguer, elle va le confier à ProBTP, qui va pouvoir gérer ces sommes, et en contrepartie, l'année du versement ou des versements réguliers, parce que là aussi l'entreprise peut faire différentes formes de versements, des versements réguliers, des versements one-shot ou en fonction de son résultat, elle aura la possibilité de déduire cela de son bilan et de son compte de résultat. C'est d'autant plus important que ce que l'on constate souvent, c'est que ce passif social est sous-évalué, voire mal évalué, et qu'il peut venir obérer la valeur de l'entreprise lors de la cession. D'autant plus qu'en matière de BTP, les indemnités de fin de carrière des ouvriers du BTP, c'est un dispositif spécifique. Le principe clé, c'est que c'est fondé sur un régime à cotisation qui est défini, qui est financé via une cotisation employeur obligatoire qui porte à 0,59% du salaire. Et ce qui est important, c'est qu'elle est calculée sur l'ancienneté du BTP et non pas dans la seule entreprise. Ça, c'est un point important que nos spécialistes vérifieront avec vous. Les bénéficiaires sont les ouvriers qui terminent leur carrière dans l'entreprise adhérente, même s'ils ont fait, effectivement, comme je le précise tout à l'heure, dans leur carrière d'autres entreprises avant. Et les anciens ouvriers restés et qui sont en continuité de droit, en maladie, en invalidité ou en chômage. Et en cas de chômage, l'indemnité est versée. C'est une indemnité théorique, égale à l'indemnité légale conventionnelle de licenciement. Quelques cas particuliers, c'est le maintien du droit pour les anciens ouvriers qui totalisent au moins 30 ans d'ancienneté du BTP, avec même une reprise d'activité courte inférieure à 90 jours, hors secteur. Et là, elle sera d'un minimum de 2013 € brut versés en cas de licenciement, quel que soit le montant de l'indemnité perçue par l'ouvrier lors de ce licenciement. Donc on voit que c'est un peu spécifique dans le BTP par rapport aux autres. Ça mérite d'être évalué, puisque c'est salarié par salarié que ça doit être fait pour estimer ce passif social. Il est important que ce soit fait, parce qu'on voit trop souvent dans la session le repreneur qui constate que ça a été sous-évalué, mal évalué, ou mal fait, et effectivement ça obère un peu la valeur de son entreprise. Alors, avant de passer à un exemple concret sur le chiffrage, le montant de ce passif social, précision, le dirigeant est exclu du bénéfice à partir du moment où il est mandataire social, qu'il est quasi-salarié dans sa structure. N'oublions pas que le dirigeant est exclu du bénéfice des indemnités de fin de carrière. Pourquoi ? Parce qu'il est révocable à tout moment et en contrepartie, il n'a pas de contrat de travail, il ne peut pas bénéficier de cette mise en œuvre. C'est vraiment quelque chose d'altruiste, mais c'est aussi dans son intérêt parce que si, comme tu le précises, il n'a pas mis en place un système de financement en interne et plutôt externalisé pour que ça soit déductible et avec ProBTP, s'il n'a pas mis en place ce système de gestion de passifs, la valeur de son entreprise, lors de la cession, lors de l'accord définitif, sera diminuée du montant de ce passif social. Alors, un exemple, ici, on l'a en face de nous, vous l'avez en face de vous, il s'agit donc d'un cadre qui a une ancienneté certaine au niveau de l'entreprise, en tenant compte du barème, on ne l'a pas mis en annexe, mais faites-nous confiance, en tenant compte de son barème d'ancienneté et de sa rémunération, on a fait une rémunération à hauteur de 50 000 €, le montant de la prestation qui sera à verser au niveau du salarié sera de l'ordre de 30 000 €. Voilà. Majoré des charges éventuellement de Tout à fait. Les charges sociales représentent peu ou prou de l'ordre de 40%. Donc dans ce cas précis, ce que l'entreprise aura à sortir, ce que l'entreprise aura à débourser, c'est plutôt de l'ordre de 42 à 45 000 €. Donc vous voyez que ça peut représenter des montants assez importants, fois X salariés, mais derrière on peut arriver à des sommes qui sont supérieures à plusieurs dizaines, voire dans des grosses structures, plusieurs centaines de milliers d'euros. D'où la nécessité de préparer sous l'aspect social, mais aussi indemnité de fin de carrière, et s'assurer que cette somme ou cette créance est bien évaluée.
L'autre aspect dans la préparation va porter sur la décennale. Est-ce qu'elle est transférable ou pas? Est-ce qu'elle est là? Et pour éviter effectivement aux repreneurs de devoir gérer ou assurer sur ses propres fonds des malfaçons qui auraient été faites par l'entreprise d'avant, ce qui peut arriver. Donc c'est aussi une question à se poser lors de cette entreprise. Est-ce que je vais devoir ou pas, ou est-ce que je suis assuré pour les chantiers qui ont été livrés par le passé? Donc ça, là, ça s'anticipe au même titre que la protection sociale et le financement des indemnités fin de carrière. Laurent, pour le dirigeant, est-ce que tu as quelques conseils spécifiques à nous livrer, fort de ton expérience? Oui, alors, à nouveau, n'hésitez pas, si par rapport à cette première partie que nous avons traitée avec Christophe, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, on les traitera en fin de séance. Effectivement, maintenant, on va regarder par rapport aux dirigeants, quelles sont les bonnes mesures, entre guillemets, à prendre avant la cession, en sachant que, voilà, en gros, il y a deux typologies. Il y a la cession d'entreprise opportuniste, où voilà, on n'a que 6 mois, où vous n'avez que 6 mois pour préparer la transmission et la cession de l'entreprise et toute la partie protection sociale du dirigeant. Là, en l'occurrence, quand on travaille un peu dans l'urgence, alors on essaie de travailler malgré tout le mieux possible, il n'y a pas beaucoup de leviers. En revanche, à partir du moment où, en termes de stratégie, le chef d'entreprise sait que, alors 5 ans, 10 ans, c'est peut-être un petit peu trop, mais d'ici 2-3 ans, il va avoir des envies, des opportunités de céder son entreprise, là, on va pouvoir travailler pour commencer à optimiser et à faire un état des lieux complet de sa situation. Et entre autres, ça passe de manière... et j'y reviendrai assez régulièrement, sur l'aspect retraite, sur l'aspect des systèmes de retraite par répartition, faire un bilan retraite complet, exhaustif, pour pouvoir mesurer quel sera le montant de sa retraite, quel sera le montant de ses réversions. Alors réversion, attention, n'oubliez pas qu'un salarié ou un dirigeant quasi-salarié ou même TNS, ce sont les mêmes règles, à partir du moment où il vit sans contrat de mariage, en étant concubinage ou en étant pacsé, le conjoint n'aura aucune réversion. Donc tout ça, c'est aussi des éléments à prendre en ligne de compte au niveau de la protection sociale globale, au niveau de la famille et par rapport au conjoint. On aura donc la possibilité de faire ce bilan retraite, et je crois qu'au niveau des solutions, enfin j'en suis même sûr, au niveau des solutions qui pourront être mises en place au travers de ProBTP, soit au travers d'un PER obligatoire, ou un PERO, ou un PEROB, ou un PERECO, vous avez la possibilité au niveau de l'entreprise de calculer automatiquement et de manière la plus précise les disponibles entre la retraite, l'enveloppe retraite professionnelle et l'enveloppe retraite personnelle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une solution qui va répondre aux attentes de tout le monde. Il y a des solutions qui pourront répondre au sujet individuel du dirigeant. Tu l'as évoqué notamment aussi avec le statut du conjoint. Le régime matrimonial, où est-ce que je suis marié ou pas, ou en union libre. Le mieux, c'est de vous rendre dans nos agences de proximité, de proposer ou de prendre un rendez-vous avec nos conseillers ou avec le responsable de l'agence, de faire le bilan retraite et de voir effectivement, en fonction de votre situation individuelle, l'ensemble des enveloppes de retraite disponibles et des solutions qui vous permettront de mieux planifier l'après, une fois que vous aurez vendu votre entreprise. Plusieurs profils de cédants, lorsqu'on préparait, tu nous as dressé plusieurs portraits robots de cédants d'entreprise. Alors, j'ai essayé de les regrouper dans 3 catégories, bien évidemment, et vous le savez aussi, c'est la même chose pour vous, chaque cas est différent. Mais globalement, voilà, les 3 grandes typologies de profils que je peux rencontrer, c'est le serial entrepreneur, celui qui a 40 ans plus ou moins, qui vend sa structure et qui va repartir sur une autre expérience, qui va peut-être en profiter pour prendre quelques mois de congé ou même plus, pour profiter de la vie, et ensuite il va se relancer, et on verra tout à l'heure quelles sont les solutions à mettre en place, et il va se relancer dans le cadre d'une nouvelle activité. Donc là aussi, il peut y avoir un accompagnement de la part de ProBTP. Deuxième profil, celui que je rencontre, comme je disais tout à l'heure, de manière la plus fréquente, dans 60-70% des cas, c'est le dirigeant qui a entre 55 et 60 ans, qui a une opportunité par rapport à la cession de son entreprise, ou hélas, parfois, qui a aussi un peu ras-le-bol d'un certain nombre de contraintes réglementaires au niveau de la gestion de personnel, a envie de passer la main. Et donc, la question qui va se poser de manière très concrète pour lui, c'est
Quid entre le moment où il a cédé son entreprise, 55, 57 ans, et le moment où il va partir à la retraite? On y reviendra tout à l'heure, et j'en parlerai de manière un peu plus pleine et entière tout à l'heure avec les solutions, soit retraite progressive, soit cumul emploi-retraite. Dernier profil, voilà, c'est après une dure vie de labeur, entre guillemets, notre dirigeant, votre client, à 62, 63, 64, voire 70 ans. J'ai traité le cas il y a un certain nombre d'années, une personne qui avait 70 ans qui finalement se décidait à vendre son entreprise. Lui, automatiquement, il va partir à la retraite. Il aura aussi, malgré tout, des choix en termes de profil de vie. Donc, la première question pour cette dernière typologie de clients, donc ceux qui sont à l'âge de la retraite, c'est dans le cadre d'un audit global, et vous pouvez nous aider, et vous pouvez aider ProBTP là-dessus, c'est quels seront ses revenus de retraités, donc par rapport au système de retraite par répartition. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit préalablement. Attention au statut matrimonial. Est-ce que c'est une personne qui est mariée, divorcée, remariée, parce qu'il y aura une répartition au prorata du nombre d'années de mariage. Quel sera le montant de ses revenus au niveau de sa retraite par répartition? Sécurité sociale, ARCO AGIRC s'il est mandataire social, et puis s'il est TNS, c'est plutôt sécurité sociale des indépendants et la partie RC. Donc là, il faut vraiment faire une évaluation précise et ensuite élaborer, être capable d'évaluer le montant de ses retraites complémentaires ou des revenus qu'il va pouvoir avoir, de par des revenus immobiliers, des revenus financiers et des revenus au travers des solutions qui ont été mises en place préalablement par ProBTP au niveau des systèmes de retraite par capitalisation. Précisons que cette évaluation, elle est naturellement possible dans toutes nos agences, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec une particularité, c'est que pour les artisans du BTP qui ont le statut de TNS, ils pourront conserver leur contrat santé avec tous les avantages associés. Il n'y aura surtout pas de hausse de cotisation par tranche d'âge après 70 ans, comme on peut le voir par ailleurs. Donc ça leur permettra de conserver leur pouvoir d'achat, parce que ça ne va pas obérer avec des hausses de cotisation, une retraite qui stagne leur pouvoir d'achat. Donc on n'aura pas besoin là pour eux d'aller souscrire une couverture chez nos concurrents, notamment puisqu'ils ont l'assurance de maintenir le tarif. C'est un point important. C'est assez important, il faut pouvoir se projeter. Tu l'évoquais tout à l'heure, deux possibilités, la retraite progressive ou la retraite, le cumul emploi-retraite. Tout à fait. Alors, effectivement, là, on est toujours dans le cadre donc, du dirigeant qui a plus de 60 ans, qui soit va liquider de manière pleine et entière sa retraite, soit qui va élaborer une stratégie particulière. Donc là aussi, chaque cas étant différent, il va pouvoir utiliser et ouvrir un des deux tiroirs qui sont désormais à sa disposition, soit faire une retraite progressive, je reviendrai tout à l'heure sur la slide suivante sur des détails un peu plus précis, soit faire un cumul emploi-retraite. Et dans le cadre du cumul emploi-retraite, il y a deux hypothèses, soit un cumul emploi-retraite libéralisé, soit un cumul emploi-retraite plafonné. On verra que cette dernière solution n'est pas forcément celle qui est à utiliser. Il y a d'autres solutions, mais je vous en parlerai juste après, en sachant que voilà, aujourd'hui, vous avez en face de vous quelqu'un qui est en retraite progressive. Donc voilà, je connais un peu le sujet depuis le début de l'année. Je vous expliquerai là aussi comment ça fonctionne avec le slide suivant. Pour pouvoir faire appel à la retraite progressive, il y a un certain nombre de règles. Donc depuis le 1er septembre, il faut savoir que pour faire sa demande, il est possible désormais de faire cette demande avec un âge minimum, non pas de l'âge légal moins 2 ans, mais désormais c'est dès 60 ans. Quelle que soit la carrière, c'est à partir du moment où on a 60 ans, on peut faire sa demande de retraite progressive. Une condition supplémentaire, attention, il faut que le bénéficiaire ait au moins, lors du moment où il fait cette demande, ait au moins validé 150 trimestres. Alors, retraite progressive dit diminuer son activité. Alors, autant pour un salarié, on va dire lambda, ça se traduit par une réduction du temps de travail. En revanche, pour le dirigeant, qu'il soit quasi-salarié, mandataire social ou qu'il soit TNS, réduction du temps de travail, c'est passé de quoi? De 70, 80 heures à 40 heures, c'est un peu plus compliqué. Difficile à en fait, évaluer. pour les dirigeants, ça se traduit par une baisse de la rémunération.
Donc il va baisser sa rémunération et en contrepartie, il va pouvoir bénéficier de sa retraite progressive. Je vais prendre un cas que je connais bien, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Votre serviteur, depuis le début de l'année, a réduit son activité, du moins sa rémunération, de 50%. Je touche 50% de mes droits de retraite. Et pour être assez précis, hein, auparavant, sur les 5 dernières années, les systèmes de retraite calculent ma moyenne au niveau de la rémunération sur les 5 dernières années. On va prendre une base 100. Depuis le début de l'année, ma rémunération n'est que de 50 et je vais toucher un complément de rémunération au travers de cette, et grâce à ce système de retraite progressive, de l'ordre de 25 à 30. Donc je vais avoir effectivement une perte de revenus sur l'année 2025, puisque je vais avoir 50 plus 25 ou 30 euros, mais que je vais pouvoir compenser à ce jour, c'est toujours valable, on n'a pas eu encore de contrat dans la matière, que je vais pouvoir compenser de manière différée, peut-être en augmentant mes dividendes. Donc il n'y a aujourd'hui aucun souci, aucune question à se poser sur la partie des mandataires sociaux. C'est peut-être un peu plus touchy, comme on dit, au niveau des TNS, puisque nos dividendes sont assujettis au niveau des charges sociales. Mais aujourd'hui, c'est un système qui me semble assez attractif et qui va me permettre d'attendre, je vais arrêter de parler de moi très rapidement, qui va me permettre d'attendre d'avoir le taux plein pour pouvoir, le cas échéant, faire la partie cumul emploi-retraite. Donc cumul emploi-retraite, il y a un premier préalable, c'est qu'il faut avoir au moins l'âge légal. Donc l'âge légal, on était à 62 ans, on devait passer progressivement à 64 ans. A priori, il y a une suspension, je dis bien a priori, ça n'a pas été encore voté, donc comme Saint-Thomas, on attend un petit peu le résultat des courses. Ça devrait s'arrêter à la borne de 62 ans et 9 mois. Et ensuite, il faut vérifier si le dirigeant, indépendamment de son âge légal, a le taux plein. Donc ce que je disais tout à l'heure, si le dirigeant a l'âge légal, mais qui n'a pas le taux plein, à ce moment-là, il va rentrer sur la partie droite de cette diapo, dans ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite plafonné. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple de 100 euros, il avait 100 euros de revenus préalablement, il va toucher, on va dire 40-50 de sa retraite, il ne pourra pas avoir en termes de rémunération plus de 50. Il ne pourra pas dépasser ce seuil de 100%, de 100. En revanche, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite libéralisé, il va pouvoir passer peut-être de 100 à 150 ou d'arbitrer de manière différente, là aussi en fonction de son statut, avec soit de la rémunération en plus, soit des dividendes, soit des appointements, soit des dividendes. Donc c'est quelque chose qui va rentrer, je pense, peu à peu dans les mœurs. Le recul que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt des cumuls emploi-retraite qui sont utilisés. La retraite progressive est un peu méconnue, alors qu'elle a vraiment tous ses avantages. On entend en tout cas qu'elle a ta préférence. Tout à fait. Merci pour cette première partie. Retenons, avant de passer à la seconde partie, que vous, experts comptables, effectivement, vous accompagnez ces clients dans la session sur les aspects juridiques, financiers et activités. Et en quoi ProBTP peut vous aider, en tout cas notre réseau de proximité, qui est important, à l'heure où tout se digitalise, nous avons maintenu, et nous maintenons un réseau de proximité qui est là, avec vous, à vos côtés, qui vous confirmeront que les garanties santé et prévoyance sont conformes et au bon niveau pour les salariés, qui pourront vous aider aussi dans la rédaction de la DUE si ce n'est pas le cas et des repreneurs, qui pourront vous confirmer aussi que ça répond aux obligations conventionnelles et qui pourront estimer avec vous si les IFC ou les indemnités de fin de carrière sont au bon niveau, et ça doit être fait à la maille, ce qui permettra pour vous d'assurer à celui qui va reprendre l'activité qu'il pourra se centrer à 100% sur l'activité et non pas sur des sujets qu'il pourrait trouver connexes ou annexes. Ça, c'est important. Mais aussi de préparer le statut, le passage de la cession d'activité au statut après. Alors, quand on a bien préparé, ça se passe bien, mais qu'on prépare la cession, on doit aussi préparer ce que nous pouvons faire après la cession d'entreprise. Alors, reprenons effectivement tes exemples, Laurent. Alors, je l'ai dit un peu en introduction, chaque cas est différent. Même si j'ai dégagé 3 grands profils, en fait, il y a besoin d'écouter quelles sont les envies, quelles sont les contraintes, les besoins du client par rapport à ses projets de vie, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de sa situation patrimoniale, et quels sont ses besoins en termes de protection sociale. Donc là, va se poser la question, quid de son statut social après
avoir cédé l'entreprise. En la matière, la question qui va être posée, même si elle a été préparée préalablement, c'est est-ce que le dirigeant, en fonction de la taille de son entreprise, il ne faut pas se masquer le visage là-dessus, en fonction de la taille de l'entreprise, est-ce que le dirigeant va récupérer les fruits en direct de la cession? C'est plutôt pour les petites structures, on va dire les artisans commerçants qui soit sont tout seuls, soit avec 1 ou 2 salariés, soit on a en face, et vous avez en face de vous, un client qui a une entreprise avec une taille suffisante, avec quelques dizaines ou plus de salariés. Et à ce moment-là, ce qui est préconisé là aussi au niveau des cabinets comptables, c'est en amont, et ça sera la mise en œuvre, c'est quelle structure juridique, on va en parler juste après, au niveau de la structure holding, qui va permettre de récupérer les fruits de la vente, qui vont remonter automatiquement pour éviter d'avoir une moulinette fiscale et sociale trop importante. Donc ça, ce sont des domaines que vous maîtrisez à 200%. Là-dessus, je n'ai pas les compétences. En revanche, se posera la question du statut du dirigeant. Très souvent, le problème, je pense, est pris à l'envers. C'est-à-dire, quelle structure juridique je choisis. Et à partir de là, va en découler le statut social du dirigeant. Moi, je préfère, avec vous, avec le cabinet comptable, je préfère qu'on pose la question de manière différente, à l'opposé. C'est quel sera, en fonction de l'âge du capitaine, en fonction de sa situation en famille, en fonction de ses projets de vie, quel sera le statut social qui sera le plus bénéfique pour lui. Est-ce qu'il va privilégier sa rémunération sous forme de salaire ou d'appointement? Est-ce qu'il va se rémunérer plutôt sous forme de dividende? Et en fonction des conclusions que je serai amené à tirer, on va dire, voilà, on va essayer d'aller plutôt sur le statut de TNS pour tel ou tel aspect, on va plutôt aller sur le statut de quasi-salarié dans la structure holding. Et donc, à partir de là, on sera plutôt dans le cadre d'une SA, SAS ou SASU, ou EURL, SARL pour le dirigeant TNS. Donc, ce sont des éléments importants et je préfère effectivement travailler d'abord sur le statut et ensuite sur la structure juridique. Et ça fait partie d'un travail en commun que l'on peut avoir ensemble. Tu as raison, parce que c'est de ce statut que découlent les choix fiscaux, les choix en matière de protection sociale. Reprenons le cas du serial entrepreneur que tu as évoqué tout à l'heure, entre 40 et 50 ans, qui tourne un projet et qui souhaite se relancer dans un nouveau projet. Alors, effectivement, on va se poser très rapidement, en amont, même si ça a été fait une fois que la page est tournée, son statut social. Est-ce qu'il va épouser le statut de TNS ou celui de quasi-salarié avec un niveau de protection sociale qui sera forcément différent, on a tous en tête, en la matière, des grandes tendances, c'est que globalement, quand on regarde en fonction de la structure du statut social et de la structure juridique qui va être choisie, s'il est quasi-salarié, globalement, entre sa protection sociale et la partie de la protection sociale complémentaire au travers des contrats collectifs, il est bien, voire très très bien garanti. Et s'il passe plutôt en TNS, attention, très souvent ce que je remarque aussi, c'est que la protection sociale du TNS, protection sociale de base plus la partie complémentaire au travers des contrats Madelin, n'a pas été revue depuis des années et des années. Donc là, on peut avoir des failles en la matière. Et n'oubliez pas que dans l'inconscient collectif, on pense toutes et tous que le meilleur régime de base qui existe aujourd'hui en France, c'est le statut de salarié. Ce n'est pas forcément le cas. Je sors simplement un élément par rapport à la protection sociale, et je vous en parle en connaissance de cause. Un salarié ou un dirigeant quasi-salarié, en cas d'arrêt de travail, depuis le 1er avril, ne touchera de la part de la Sécurité sociale que 41,47 €, donc de l'ordre de 1 250 € au maximum en fonction de sa rémunération. Si ce dirigeant quasi-salarié a plus de 50 000 €, il ne touchera que ce montant au travers de la Sécurité sociale. Bien évidemment, son contrat collectif va lui maintenir, il y a aussi toutes les obligations de maintien de salaire, et son contrat de collectif va lui maintenir sa rémunération. En revanche, pour le TNS que je suis, en cas d'arrêt de travail, mes indemnités journalières iront jusqu'à presque 65 €, donc 50% du PSS, 1 950 € chaque mois. Donc vous voyez que là aussi, dans l'inconscient collectif,
le résumé qui est fait trop souvent, la caricature, c'est la meilleure protection sociale qui existe, c'est celle des salariés. Oui, mais en tenant compte des contrats collectifs. Sur les régimes de base, ce n'est pas le cas. C'est d'autant plus important, comme tu l'évoquais, que ça impacte ce statut social, la protection sociale du dirigeant. Nous sommes ProBTP, nous sommes un groupe de protection sociale. C'est-à-dire que c'est bien les questions qu'on va poser avec vous aux cédants. Au-delà des aspects de couverture santé, sur les notions de reste à charge importants, optique, dentaire, c'est comment on assure le maintien des revenus en cas d'arrêt de travail pour du court terme, comment on prévoit le pire, c'est-à-dire comment on peut assurer le maintien des revenus en cas d'invalidité, comment on peut protéger les proches en cas de décès et préparer demain avec les futurs revenus. Tout ça, c'est l'essence même et c'est ce que nous allons préparer, ce que nous proposons de préparer avec le cédant et nos conseillers de proximité. Voilà pour le serial entrepreneur. Passons peut-être au cas que tu rencontres le plus souvent, c'est le futur rentier, entre 50 et 69 ans, comme je disais, qui se dit, bon allez, moi j'ai assez donné, je ne remets pas une pièce dans le jukebox. Que pouvons-nous lui proposer ? Alors, ce qu'on va lui proposer, c'est en fait c'est d'optimiser sa situation, surtout d'un point de vue protection, donc on l'a dit, sur la prévoyance, sur les frais de santé, mais également au niveau de sa retraite. Donc les derniers exemples que j'ai en tête là, sur les dossiers que je peux traiter, c'est quelqu'un qui a 50, 57 ans, qui est à 5, 7 ans du départ à sa retraite, soit au niveau de l'âge, soit au niveau du taux plein, et va se poser la question, il n'a pas forcément envie de reprendre une activité, mais au minimum, il va falloir qu'il s'apporte un complément de revenus pour continuer à valider ses trimestres de sécurité sociale. Parce que si pendant 5 ans, si pendant 7 ans, il ne vit que des ressources, entre guillemets, qui sont liées au niveau de la vente de l'entreprise, et tant mieux peut-être, attention aux conséquences, à l'effet boomerang au niveau des systèmes de retraite par répartition. Pourquoi ? Parce que s'il ne cotise pas pendant 5 ans, il ne valide aucun trimestre de la sécurité sociale, et puis même sur le calcul des 25 meilleures années, il peut être pénalisé. Donc, première chose à voir, attention, 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 un minimum de rémunération à partir du moment où il a vendu son entreprise à hauteur de 600 fois le SMIC horaire. Ça correspond au montant minimal que l'on soit dirigeant quasi salarié comme dirigeant TNS pour valider ces 4 trimestres de sécurité sociale. Puisque dans le cadre du calcul de son départ à la retraite, lorsqu'il aura l'âge légal et éventuellement le taux plein, on regardera le nombre de trimestres qu'il a validé. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ces 600 fois SMIC horaire, qu'est-ce que ça représente ? De l'ordre de 9 000 euros brut par an. Et si on veut, et si surtout la trésorerie de la holding le permet, par rapport à la remontée des fruits de la vente, on peut aussi avoir pour objectif au moins d'avoir une rémunération à hauteur du PSS, de l'ordre de 50 000 euros. Ça se fera au travers des fruits de la vente, mais également par rapport à une activité complémentaire que pourra avoir ce cédant, parce qu'il va accompagner le repreneur, et on verra les différentes manières avec lesquelles il peut l'accorder. Il peut l'accompagner. Pardon. Alors, sur ces différentes manières, je suis cédant, je n'ai pas envie de partir tout de suite, ou le repreneur me demande de rester un moment dans l'entreprise pour assurer cette passation. Sur l'aspect social, comment ça peut s'organiser ? Alors, là aussi, chaque cas est différent, mais l'accompagnement du repreneur peut se faire de 2 manières. Ça peut être une demande du repreneur. Ce n'est pas toujours simple à vivre. On s'aperçoit que lorsque le dirigeant passe, entre guillemets, rétrogradé en se disant, voilà, il est sous la responsabilité d'une personne, parfois c'est un peu compliqué en termes d'animation, de management et en termes d'ego, mais 2 opportunités s'offrent à lui. Soit il va, au travers de sa structure holding, facturer des prestations directes auprès de ce repreneur, il va être assez libre, comme ça il pourra couper à tout moment, le lien si cette relation ne lui convient pas. Soit, et ça peut être à étudier, il va redevenir, ou rester, plutôt redevenir, salarié dans l'entreprise qu'il a cédée. Parce qu'il a une mission bien particulière en termes de capacité sur tout ce qui est maîtrise d'œuvre, tout ce qui est devis ou accompagnement du personnel. Et entre autres, j'ai un dossier en tête là où j'ai un dirigeant, alors dans un domaine totalement différent, qui a une 60aine d'années, qui a fait le choix, et après avoir échangé avec le cabinet comptable et avec l'avocat, qui a fait le choix de
redevenir salarié. Il était TNS, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Il a pris la décision de revenir salarié au niveau de cette structure pendant 6 à 8 mois. Pourquoi 6 à 8 mois? Parce que ça va lui permettre de recharger ses droits au niveau du chômage. Je vous rappelle qu'un mandataire social, il ne bénéficie pas des indemnités de fin de carrière et il ne peut pas bénéficier non plus du chômage, et donc pas de la portabilité. Donc là, il va pouvoir reconstituer ses droits à la retraite, ses droits à chômage. Au terme de 6 à 8 mois, il va arrêter la collaboration. Donc là, il y a un protocole qui a été signé avec les avocats respectifs. Il va arrêter sa collaboration. Il va bénéficier pendant 6-8 mois des allocations chômage. Et au terme, par rapport au cas du dossier dont je vous parle au niveau du client, c'est une personne qui avait constitué des montants assez significatifs, parce que cela faisait à peu près 25 ans qu'il était TNS. Au travers de ses contrats de retraite Madelin et ensuite Perrin, il avait un encours assez significatif. Et ce que l'on a fait pour optimiser sa situation, c'est qu'il va attendre le terme, et ça arrive à partir du mois de février, il va attendre le terme de cette période de chômage. Il va être fin de droit chômage. Et donc, dans ce cas-là, et tu en reparleras aussi un peu en conclusion tout à l'heure, dans ce cadre-là, il va pouvoir récupérer tout son encours qu'il a capitalisé sur son PER avec une fiscalité ultra douce. Donc vous voyez qu'en termes de solutions, il y a des choses à faire. Et là aussi, c'est en se mettant autour de la table avec le dirigeant qu'on arrive à avoir des solutions les plus performantes. Ça souligne l'importance de préparer tant la cession avec le repreneur, tant la cession avec le cédant pour l'après. Tout en précisant que le statut de protection sociale, comme tu l'évoquais, sans mandat, le dirigeant ne cotise plus. Donc, il serait important de se pencher sur la couverture comme ayant droit. Éventuellement, est-ce qu'il file sous la couverture santé de son conjoint salarié? Est-ce qu'il doit souscrire une complémentaire santé individuelle? Comment se passe le maintien des revenus en cas d'arrêt? Et se pose la question du statut du conjoint. Si le conjoint avait le statut de conjoint collaborateur ou salarié, le statut cesse également. Donc, il sera là aussi important de prévoir la couverture pour le dirigeant et pour le conjoint salarié. Tout à fait. Alors, précision très vite, parce que je vois que l'horloge tourne. Attention aussi à l'ultra-optimisation. Vous avez marqué en bas, attention à la puma. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas un animal sauvage, mais ça peut faire mal. Attention au dirigeant qui, une fois qu'il a cédé son entreprise, a pris le choix peut-être d'être en SA, SAS et de se rémunérer uniquement sous forme de dividendes pour optimiser sa situation fiscale. Attention au retour du bâton par rapport à la protection universelle maladie, puisque là, s'il n'a pas de revenus professionnels, il sera fiscalisé sur la totalité de ses autres revenus, valeurs mobilières et revenus immobiliers. Donc ça peut faire assez mal en la matière. Pour le conjoint, effectivement, je crois qu'on en a passé 2, hop, voilà. Donc pour le conjoint, on va travailler sur son statut social. Tu disais tout à l'heure, il peut être effectivement conjoint collaborateur, mais dans le cadre de l'activation de cette structure holding, on va avoir la possibilité d'optimiser sa rémunération de manière importante au travers du statut justement de son conjoint à partir du moment où le conjoint a une activité, soit au niveau de l'entreprise cédante, soit au niveau de la structure holding. Donc, il aura effectivement les différents statuts, collaborateurs, salariés ou associés. Il faudra naturellement de là bien anticiper sa couverture sociale et personnelle, surtout s'il cesse l'activité pour suivre ou aider le dirigeant, comme on l'évoquait. Et si le conjoint salarié au sein de la structure, ça va lui ouvrir les doigts à l'épargne salariale, comme tu l'évoquais tout à l'heure, puisque pour les contrats d'épargne salariale, c'est possible de l'ouvrir et d'en bénéficier à partir du moment où on a un salarié. L'objectif, là, il sera de sécuriser la couverture sociale et familiale et organiser une gestion de patrimoine commune. Tout à fait. Alors, concernant l'activation, entre guillemets, des outils de l'épargne salariale, attention, précaution à avoir justement par rapport à ce conjoint qui va aider le dirigeant dans le cadre de sa nouvelle activité. Alors, première précaution, elle doit avoir une réelle activité, ça ne doit pas être un travail fictif, et puis pour que le dirigeant et son conjoint puissent avoir droit aux outils de l'épargne salariale, on va le voir juste après, PE, PERECO au travers des règles d'abondement, intéressement ou participation, il faut que
Le chef d'entreprise, là aussi, qu'il soit quasi-salarié ou qu'il soit TNS, il emploie au moins un salarié. Alors attention à la femme de ménage, là en l'occurrence on parle plutôt du conjoint, mais attention au niveau du conjoint, bien respecter, et ça vous devez faire attention au niveau des cabinets, à ce que le conjoint ait bien un contrat de travail, qu'il y ait bien un lien de subordination, et que le conjoint n'ait pas la signature au niveau des banques. Ça c'est un élément essentiel qui fera que le conjoint, en cas de liquidation de cette structure, bénéficiera des allocations chômage. Là aussi, ce que je vous conseille, comme les enjeux financiers sont quand même assez importants, c'est n'hésitez pas à télécharger sur Pôle emploi, maintenant France Travail, le dossier qui permet de valider l'éligibilité, c'est un peu compliqué, l'éligibilité du conjoint à l'assurance chômage. Parce qu'à partir du moment où le conjoint a toutes ces conditions et qu'on a validé, qu'on a le tampon de la part de France Travail sur le fait que le conjoint est bien salarié et bénéficiera, le cas échéant, des allocations chômage, on n'a aucun problème, on va pouvoir ouvrir les portes, et même les vannes, de l'épargne salariale au travers des PE, PERECO, intéressement et participation. Et je crois que, j'en suis même sûr, au niveau des solutions que vous proposez, vous avez des solutions en la matière au niveau de l'épargne salariale. Ces solutions épargne salariale sont construites par la branche et pour la branche, donc elles répondront à l'ensemble des attentes. On les proposera. L'important, encore une fois, c'est de sécuriser le patrimoine familial, et c'est la démarche que prendront nos conseillers avec vous, et les revenus post-cession, tant pour le cédant que son conjoint collaborateur, soit au travers du PEI, du PERCO, et on le voit tout à l'heure qu'il y a différentes solutions, notamment différents avantages. Tout à fait. Alors, là, c'est un exemple très basique, mais on va reprendre simplement le chiffre qui est en bas. À partir du moment où, dans cette structure holding, le dirigeant, avec son conjoint, va ouvrir au minimum l'abondement sur le PE et sur le PERECO, ils vont pouvoir s'apporter un complément de rémunération de l'ordre de 23 000 €. J'insiste bien sur ce montant parce que c'est une somme brute et presque nette. Aucune charge sociale pour le dirigeant, qu'il soit quasi-salarié ou qu'il soit TNS, aucune charge sociale pour le conjoint, aucun impôt sur le revenu. En contrepartie, c'est vrai que les sommes doivent être bloquées sur le PE 5 ans glissant ou jusqu'au départ à la retraite. Et quand on a quelqu'un qui a 55, 57 ans, le départ à la retraite peut arriver assez rapidement. Et la seule pénalité qu'il y aura, c'est qu'il y aura de la CSG-CRDS à hauteur de 9,7%. CSG-CRDS qui peut-être, hélas, va augmenter, c'est ce qui est prévu là aussi par rapport aux discussions que j'ai pu et aux informations que j'ai pu avoir, qui devrait passer à plus de 10%, mais dans tous les cas, on restera sur un système assez profitable. D'autant qu'on a des possibilités de rachat anticipé, comme tu l'évoquais. L'objectif, c'est de pouvoir débloquer cette épargne salariale, cette épargne retraite dans des conditions qui sont fiscalement avantageuses, avec un rachat à moindre coût. Ça reste disponible pour un complément de retraite ou l'achat de sa résidence principale. Et on rappelle les conditions de rachat anticipé des PER en cas de décès, d'invalidité. Est-ce que je peux faire un petit retour en arrière ? Petit retour en arrière, je reviens sur ma diapo, voilà, si ça veut. Donc là, je vous ai donné un exemple, je vous ai présenté un exemple, uniquement en utilisant la partie abondement PE-PERECO. Attention à ne pas trop tirer sur la corde, malgré tout, mais dans le cas de cette structure holding, le dirigeant et son conjoint ont peut-être aussi intérêt à mettre en place soit un système d'accord de participation ou un accord d'intéressement en place pour au moins alimenter les versements volontaires qui vont générer les abondements. Donc ça, c'est la première chose à faire, première chose à avoir en tête. Donc là, on peut aller sur des montants assez significatifs. Alors ne pas trop tirer sur la corde. Le maximum qui peut être délivré sur un accord d'intéressement, c'est 75% du PASS par bénéficiaire, autant sur la participation. Donc c'est vrai que dans une entreprise structure holding où les curseurs ont été poussés au maximum sur l'intéressement, sur la participation, sur l'abondement, attention au retour du bâton. Dernière chose, n'oubliez pas aussi la PPV, l'ancienne prime Macron. Aujourd'hui, pour les salariés qui ont de mémoire moins de 3 fois le SMIC, il y a possibilité de verser une prime de 3 000 €. Cette prime peut aller jusqu'à 6 000 € dans le cadre où l'entreprise
a mis en place un accord d'intéressement ou un accord de participation. Donc là aussi, vous voyez, on arrive vraiment sur des montants assez significatifs et sur les dossiers sur lesquels je travaille à l'heure actuelle, on est plutôt au global sur des compléments de rémunération qui sont versés entre intéressement, abondement PE, PERECO et cette PPV de l'ordre de 40 000 € au niveau du couple. Donc on est vraiment sur des choses optimisées, mais attention, là aussi on a besoin de votre retour pour savoir ce qui est possible de faire par rapport à l'activité pas fictive du conjoint. Ça mérite effectivement d'être préparé, d'anticiper, de prendre le temps. C'est notre mot, anticiper, prendre le temps à l'heure où tout se digitalise et on propose souvent des solutions qui pourraient paraître toutes faites sur Internet. Retenons que non, cette solution toute faite ne s'applique pas à tout le monde ou ne pourrait pas répondre. Merci pour cette précision. Fort de ton expérience, quels sont les pièges à éviter pour moi, expert comptable, lorsque je travaille sur une cession, une reprise d'activité? Alors, les pièges, c'est ne pas, à chaque fois. Trois cas, ne pas anticiper. C'est vrai que, tout à l'heure, j'ai parlé de la cession un peu contrainte, c'est sous 6 mois, mais plus la cession d'entreprise est anticipée avec vous, au niveau du cabinet comptable, avec le dirigeant, plus derrière, on va pouvoir mettre en place des solutions pour préparer au mieux l'avenir. Sur la structure holding, sur le choix du statut social du dirigeant, sur les solutions de retraite qui ont été mises en œuvre préalablement, père obligatoire, PERECO ou PERINS en fonction du statut quasi-salarié ou TNS. Et voilà, donc plus on anticipe, plus derrière on arrive à mettre des choses assez profitables vis-à-vis du client. Ensuite, c'est ne pas travailler en interprofessionnalité. C'est-à-dire qu'en croisant nos regards, vous, ProBTP, vous allez arriver à mettre en place des solutions qui sont optimales, parce que chacun, vous allez avoir votre propre vision, votre propre angle de vue, et à partir de là, les solutions vont décupler en termes de résultats, en termes d'efficacité, ce qui aura été proposé d'un commun accord. Et enfin, dernière chose, ne pas intégrer l'importance de la protection sociale, ce que tu disais tout à l'heure en introduction, c'est la 4e, voire parfois la 5e roue du carrosse. Aujourd'hui, dans le cadre d'une cession d'entreprise, on regarde, et vous regardez le plus souvent, la partie fiscale, sociale et financière, c'est normal, mais vraiment ne pas obérer cet aspect humain pour le dirigeant et pour sa famille. Ce qui évitera les mauvaises surprises par la suite. En amont, puisque nous approchons de la conclusion, je vous rappelle que vous disposez d'un QR code et que vous pouvez effectivement poser l'ensemble de vos questions dans le fil Teams ou le chat de cet échange, de ce webinaire. Alors, pour ProBTP, quelle est notre proposition de valeur pour vous accompagner sur la cession ou la reprise d'entreprise? Le premier point, on l'a vu, c'est vous assurer que les contrats santé du cédant ou du repreneur sont au niveau en matière de rapport qualité-prix, prix-sécurité, qu'ils répondent aux attentes des salariés, qui sont conformes aux obligations légales et au cahier des charges des contrats responsables. Vous assurez aussi que la couverture prévoyance est à toute épreuve et qu'elle est solide et qu'elle respecte les obligations conventionnelles du chef d'entreprise en matière de prévoyance. C'est important pour le repreneur. Et d'intégrer effectivement la garantie des arrêts de travail gérée par ProBTP Prévoyance, qui est là pour le coup un dispositif emblématique, mais vraiment différenciant pour le gérant et assuré par ProBTP. Mais aussi externaliser les arrêts de travail, pouvoir payer en direct les ouvriers, simplifier la gestion. Nous sommes là pour vous simplifier la vie et celle de nos clients et non pas pour la compliquer. Des solutions adaptées, des solutions d'épargne retraite individuelle et collective, et on a vu que c'était capital, mais nous sommes un groupe de protection sociale, nous ne faisons pas qu'encaisser des cotisations ou verser des prestations, nous sommes là aussi pour mettre en place des actions de prévention, préparer la retraite, apporter des aides financières ou mettre en place des accompagnements dédiés ou des programmes de prévention dans les entreprises. Mais nous proposons aussi, vous le savez, des séjours vacances qui sont particulièrement appréciés de la part de nos salariés, retraités ou chefs d'entreprise du BTP et de certains experts comptables aussi qui s'y rendent à titre individuel. Notre plus-value sur l'accompagnement, c'est le réseau de proximité. Je l'évoquais tout à l'heure avec vous. À l'heure où tout se digitalise, on peut voir apparaître sur le net des solutions qui proposent des packs complets, tout faits,
et vous n'avez plus qu'à cliquer, ça pousse le réseau. On voit bien au travers, en tout cas on espère vous avoir convaincu, qu'il est nécessaire d'anticiper, de prendre le temps, qu'il n'y a pas une solution qui peut répondre à tous les besoins, mais il y a des solutions qui peuvent répondre à des solutions sur mesure et spécifiques. Pour ce faire, il est important de faire un diagnostic de la protection sociale de l'entreprise, du repreneur et du cédant. Et nous vous proposons un espace dédié, une délégation de gestion dédiée aux experts comptables, à vous, sur le site probtp.com, qui va regrouper là toutes les informations et les activités nécessaires à votre activité, vos missions de conseil, dont la gestion des DSN, la déclaration, les fameuses DSN. C'est pratique, c'est gratuit. Nous vous proposons aussi l'accompagnement sur l'aspect juridique, la fameuse DUE. Nous proposons ponctuellement des conférences comme aujourd'hui, vous apportez avec des intervenants de qualité, merci Laurent, et de l'information régulière au travers de newsletters. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers de proximité. À défaut, ces prochains viendront vers vous prochainement afin de nous proposer effectivement plus un point spécifique sur la relation que vous pouvez avoir avec ProBTP, puisque vous êtes important pour nous, vous êtes important pour vos clients, il est important aussi qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. Passons, si vous voulez, aux questions-réponses. En termes de timing, vraiment parfait. Parfait. Bravo Christophe. Allez, première question, elle est pour toi. Pourquoi un dirigeant de 55 ans, pour un dirigeant de 55 ans, quel est le meilleur statut social et pourquoi? Alors, il n'y a pas de réponse, enfin je suis désolé, mais il n'y a pas de réponse tarte à la crème. Ce que je disais tout à l'heure, chaque cas est différent. Donc je dirais qu'à 55 ans, attention à son état de santé, attention aussi à l'aspect coût de la valorisation des droits à la retraite. Pour faire très très simple, quand on compare 1 euro de retraite future par capitalisation versus 1 euro de retraite future par répartition, on sait que globalement, ça coûte plus cher, au-delà de 52 ans, d'acheter 1 euro de retraite future par capitalisation. La répartition, qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 65 ans, on le paye le même prix. En revanche, attention, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, au statut, à la situation propre du dirigeant. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a été divorcé? Est-ce qu'il est en concubinage? Parce que le problème des systèmes de retraite par répartition, je l'ai dit tout à l'heure, attention aux réversions, alors que sur un système complémentaire, qu'il s'agisse d'un périn, d'un péro ou autre, il va pouvoir avantager, et même à 100%, son conjoint actuel. Pas de solution sur mesure. Pas de solution sur mesure. Il y a des tendances, mais il n'y a jamais de solution sur mesure. Donc on se pose, on prend le temps de regarder la situation individuelle. Tout à fait. Deuxième question, toujours pour toi, je vais être jaloux. Entre retraite progressive et cumul emploi-retraite, quelle est la meilleure solution? Alors, forcément, j'ai un biais, puisque je suis utilisateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la retraite progressive. Pourquoi? Parce qu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore l'âge pour partir à la retraite, et je n'ai pas le taux plein. Donc aujourd'hui, je veux commencer un peu et surtout c'est mon épouse qui me met la pression par rapport à ça, à travailler un petit peu moins. Donc à partir du 1er janvier, scoop, les vendredis, normalement, je ne serai plus présent sur le pont. Et donc voilà, l'idée c'est que la période de retraite ne soit plus, j'allais dire, c'est pas révolutionnaire, ne soit plus une guillotine. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un avant et un après, et une frontière qui se prépare doucement et simplement. Et je pense que dans mon statut, dans mon cas, la retraite progressive est une bonne chose. Et peut-être, certainement que derrière, je ferai un cumul emploi-retraite. Donc les deux, mon capitaine. Toujours pas de solution sur mesure. Toujours le besoin de se prendre un peu de temps pour préparer et étudier la situation. Effectivement. Troisième question. Encore. Quelles précautions prendre si le conjoint travaille dans la structure holding, notamment vis-à-vis de l'épargne salariale? Alors là, je vais aller très très vite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Contrat de travail, lien de subordination, pas la signature au niveau des banques. Et puis le mieux, c'est d'avoir la validation par France Travail de l'éligibilité, décidément, du conjoint au droit chômage, le cas échéant. Merci. Celle-ci, pour moi, à quel âge doit-on faire son bilan retraite? Je dirais le plus tôt, mon capitaine, puisque les solutions que nous allons vous proposer de mettre en œuvre en fonction de votre situation, votre patrimoine, le statut du conjoint et surtout la façon dont vous envisagez de vivre votre retraite vont peut-être nécessiter un peu de temps. Donc le plus tôt possible sera le mieux. C'est vraiment le pilier qui monte. Aujourd'hui, la couverture santé, tout le monde là, la prévoyance, tout le monde là. On voit bien en tout cas
aujourd'hui dans nos échanges avec les entrepreneurs, les sociétés et avec vous que l'épargne retraite et la préparation de leur retraite est l'un des sujets qui se veut le plus en plus prégnant, le plus en plus préoccupant, notamment plus par les jeunes générations qui rentrent sur le marché, qui posent tout de suite à l'employeur sur la santé, vous l'avez, la prévoyance et ma retraite, comment vous allez m'aider. Autre question pour toi, faut-il regrouper ces anciens contrats retraite dans les nouveaux PER ? Nouveau tarte à la crème, ça dépend. Je vais prendre un exemple très simple. Le dirigeant avait un contrat Madelin parce qu'il était TNS, où le dirigeant était quasi salarié, il avait un ancien article 83. Dans le cadre du Madelin, s'il le conserve, il ne pourra sortir que sous forme de rente viagère. Rente viagère, c'est bien, ça a son intérêt, parce qu'on sait, avec une réversibilité, le cas échéant à 100% pour son conjoint, quel que soit le sens du conjoint, mais il ne pourra jamais sortir sous forme de capital. Le fait de transférer son Madelin dans le cadre d'un périn, il aura l'opportunité de sortir soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Mais attention aux tables de mortalité, parce que s'il a un ancien contrat, Madelin, il a certainement des tables de mortalité qui sont plus intéressantes que s'il sort au travers de son périn. Là aussi, s'il préfère sortir sous forme de capital, on va aller dans cette direction. À l'inverse, il avait un PERO, ou un ancien article 83, il ouvre, dans le cadre de sa nouvelle structure, il est mandataire social, il n'a pas forcément intérêt à transférer ces sommes parce que dans le cadre de la sortie des petites rentes, petites rentes aussi bien sur les périns que sur les Madelins que sur les anciens articles 83, à partir du moment où elles sont inférieures à 110 € par mois, la fiscalité sur un ancien article 83, en récupérant tout en une seule fois, parce que le montant de la rente sera trop faible, il aura une fiscalité plus douce. Donc là aussi, désolé, chaque cas est différent. Retenons que ça nécessite, ou ça souligne l'idée de préparer, prendre le temps, d'anticiper sur cette notion que j'ai bien aimée que tu as développée, c'est la notion d'interprofessionnel avec l'expert comptable, avec nous, avec des spécialistes, avec des juristes, mais qui permettent effectivement de développer, c'est là la plus-value de la proximité que nous vous proposons, des solutions sur mesure. Merci Laurent de ta présence, de ton intervention. Merci à toutes et à tous. Merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette intervention et au studio. Merci à vous pour votre présence. J'espère que cette intervention, ce webinaire vous a plu. Je vous rappelle que vous avez toujours à disposition le chat. Nous engageons à répondre à vos questions et ce QR code qui vous permettra de proposer des rendez-vous pour rencontrer nos spécialistes dans un délai assez court. J'étais ravi, Laurent, encore merci. Ravi d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.